tous, bienvenue. Effectif pléthorique, niveau rabais des apprenants, pénurie criade d'enseignants, manque d'infrastructures. L'école béninoise est malade. Et ça, mesdames, messieurs, on le savait tous. À raison, toute une série de réformes pour aider le Bénin à redorer au plus tôt son blason de quartier latin de l'Afrique. Mais en pleine restructuration sont apparus au grand jour des vices inimaginables qui, des décennies en arrière, n'avaient aucunement de place. Prostitution, toxicomanie, cybercriminalité, gangstérisme ont infesté, hélas, les lieux du savoir, aux grandes dames des parents d'élèves et autorités au plus haut niveau, comme subitement pris au dépourvu tous. État de l'école béninoise, au-delà des réformes, nécessité d'une totale refondation. Mesdames, Messieurs, le sujet est au menu de votre émission débat du jour. Regard croisé de deux enseignants, l'un de l'ancienne génération, l'autre de la toute nouvelle. Le débat, tout de suite et maintenant, avec M. Paul Kakobi Koudoupo, enseignant à la retraite, ancien proviseur du lycée Béanzin. Il est le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, l'UNAPEB. M. Paul Kakobi Koudoupo, bonjour. Bonjour, Joël Satondi. Oui, Satondi, c'est de la même famille, il n'y a pas de problème. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est tout un plaisir pour moi. Sachez-le, le plaisir est partagé. Et merci pour tout ce que vous faites pour le système éducatif béninois. En face de vous, comme on le dit à l'ancienne corde, il faut tisser la nouvelle. Jean-Eudes Tomawa, il est le secrétaire général adjoint au niveau du département du littoral du SNEC Bénin. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un merci partagé. Il paraît que ça brûle, l'école béninoise. Il faut éteindre le feu au plus tôt. C'est vrai ça? C'est vrai. Ah bon? Il faut éteindre au plus tôt le feu. Vous jouerez les sapeurs-pompiers? Forcément, parce que je suis un acteur actif du système. Merci donc pour la disponibilité. Au moment des drames, il faut bien que ceux qui ont pris l'engagement de pouvoir accompagner puissent se rendre plus que jamais disponibles. Et c'est un peu pourquoi ils ont tous accepté de nous accompagner ce matin. Une fois encore, chers invités, vraiment merci pour la disponibilité. Appel à la mobilisation générale au chevet de l'école béninoise. Ils sont nombreux ces temps-ci, les lanceurs d'alerte dans le domaine éducatif au Bénin, à inviter les différentes composantes de la société béninoise à se donner la main afin de sauver l'école qui, comme un navire en plein tourment, en serait à prendre de l'eau de part et d'autres. J'ai bien envie de me retourner plutôt vers vous, M. Kakobi. L'école béninoise serait en train de prendre de l'eau de part et d'autre. Quand on le dit, est-ce qu'on est dans l'excès ou c'est la juste appréciation de la situation? Je crois que la situation est réelle. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. L'école est en détresse. Et déjà, à la naissance de l'UNAPEB, on avait dit que l'école est en train de s'effondrer, qu'il faut la redresser. Oui, à la naissance, vous avez dit ça. Mais et aujourd'hui, nous constatons avec nos tournées depuis la rentrée que l'école est en détresse avec des réformes qui ne cadrent pas, qui ne collent pas avec la réalité et qui nous font plutôt descendre aux enfers. On reviendra à ces réformes et pendant qu'on en parle et que on a dû demander aux enfants trop tôt d'aller en congé, coronavirus oblige, eh bien, on a été tous surpris par des images devenues très virales sur la toile. Alors, on a vu des enfants, de jeunes adolescents qui sont allés à la conquête du savoir, apprendre à assurer convenablement la relève de demain dans des siestes-types, pour dire les mots de façon très simple. Je vais me retourner d'abord vers Jean-Eudes Tomawa, vous qui assurez depuis la relève par rapport à M. Kakobi Koudoupo, qui est désormais à la retraite, mais qui continue la veille. Quand vous avez vu ces images, quelle a été votre première réaction? On n'était pas aussi surpris en tant que tel. Ah, vous, enseignant, vous n'avez pas été... On n'était pas surpris en tant que tel. Vous avez l'habitude de voir ça? Ce n'est pas une habitude de voir, mais quand nous sommes déjà... Moi, je n'officie que dans le secteur public. Oui. Lorsque nous sommes déjà là, il y a aussi de cette déviance, mais le secteur public cadre un peu plus ses apprenants.
par rapport au privé qui a aussi l'esprit mercantile et que tout ce qui vient, on prend sans regarder. Nous avons aussi de ces cas-là, mais qui ne se manifestent pas de cette façon que nous avons vu sur les réseaux, d'une autre façon, mais chez nous, le conseil de discipline statue à tout moment et lorsqu'il faut réagir par ici, le chef d'établissement réagit, nos surveillants sont aux trousses des élèves, ça fait que le phénomène ne prend pas aussi d'ampleur dans le secteur public. Parce que nous sommes cadrés par une réglementation. Les privés, c'est la même réglementation. Mais à un moment donné, on se dit que, bon, qu'ils s'en foutent. Parce que chez eux, c'est le gain et que, je ne sais pas, le pouvoir public aussi n'arrive pas à leur donner aussi assez d'injonctions. Donc ça fait pratiquement de fossé entre les deux secteurs, c'est-à-dire le privé et le public. Malgré que, mais je n'ai pas tous les secteurs, je vais nuancer dans les écoles confessionnelles. C'est vrai qu'eux aussi, ils font l'effort nécessaire pour cadrer, mais le phénomène est moins observé aussi chez eux par rapport au public que dans le privé de façon générale. C'est-à-dire un fondateur qui crée ceci et qui, à la recherche du gain, est obligé de fermer les yeux sur certaines choses. Maintenant, l'anus est exposé et tout le monde entier qui est informé parce que les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux aussi que j'ai vu. Donc j'ai compris que c'est le monde entier qui a visualisé cette face, bien ce pan, ou bien cette tournure qu'est en train de prendre notre système éducatif actuellement, ce qui est regrettable. Ce que les mots, il me semble, sont même très faits pour apprécier, plus que regrettable ce qu'on a vu. Mais ce qui aurait étonné, les enfants étaient dans les salles de classe, par en bordure des écoles, des établissements, se sont permis de se filmer. Ensuite, en tenue d'école, des établissements. Mais comment expliquez-vous cette audace ou cette prudence de la part de ces apprenants? Voyez-vous, je suis très content que Eudes ait déjà dit qu'il n'est pas surpris. Il n'y a pas de surprise à ce niveau. Il n'y a pas de surprise à ce niveau. Parce que, mais on a vu des parents qui disent mais ils n'ont pas envoyé leurs enfants dans cet état-là. Qu'est-ce que les enfants sont en train de devenir? On a entendu des parents dire ça. Bien sûr, ils ont raison de s'étonner. Ils ont raison de s'étonner. Ils ont raison de s'étonner. Mais vous, enseignants, non. Non, il n'y a pas à s'étonner parce que expliquez-vous. Le monde est devenu un village planétaire. Si bien que ce qui se passe ailleurs, nous voyons ça tout de suite chez nous. Quand moi j'étais élève au collège aux Pierres, mais les matchs, la Coupe du Monde, quand on a fini de faire ces 2 mois, 1 mois, c'est très rapide que vous voyez dans des journaux, des plongeons de goalman et de gardien de but. Mais aujourd'hui, on voit ça à l'instant même. Donc c'est tout ça là qui gère notre société et nos jeunes, surtout, comme il a souligné, les jeunes dans ce milieu de privé où le contrôle n'est pas assez rigoureux, on assiste à n'importe quoi et les parents sont aussi responsables et les autorités sont responsables parce que il y a trop de bruit autour de ce problème parce qu'on aurait pu circonscrire la chose. On aurait pu circonscrire. Parce que déjà le 7 février, les ministres, le ministre de l'Enseignement, le ministre de la Santé, le procureur, ils ont fait autour de ce problème une conférence. Et le 11 des parents, j'y étais, des fondés ont été appelés à une conférence avec le ministre de l'Enseignement secondaire, le professeur Maouyon Kakbo, autour du même problème. Déjà parce qu'il y avait eu un scandale entre-temps. Oui, d'ailleurs. Déjà à ce niveau-là, j'ai dit, il s'agit, comme on le fait pour le virus maintenant, mais d'endiguer, de circoncire et d'essayer d'étouffer ça. Mais en faisant du bruit autour, on est en train d'indiquer aux autres. Ah bon? Et je crois que c'est qu'est-ce que vous appelez circonscrit? Alors on aurait pu empêcher que les vidéos nous parviennent? Non, c'est pas ça là. C'est pas ça là. Le mal. Oui. Et je crois que ayant fait du bruit autour, les jeunes se sont dit donc le truc nous semble tiens, il n'y a pas de mal à cela. Et ils ont donné comme on le dit, la fleur du mal, c'est-à-dire le mal a poussé jusqu'à donner des fleurs. Et c'est ça que nous voyons maintenant. Et on s'affole tous, on écrit tous, on est désorienté, on est
déboussolé. Alors, Il n'y a pas raison de se désorienter, de se laisser émouvoir par la situation. Il faut agir. Il s'agit de regarder et de situer les responsabilités à tous les niveaux. Au niveau des autorités, au niveau des parents, au niveau des... On va y aller très rapidement par rapport aux responsabilités à situer. Vous parlez de circonscrire le mal. Je pense que ça va être intéressant à entendre et voir ce que chacun peut faire. Mais en attendant, je me retourne vers vous par rapport aux faits. Des élèves qu'on a vus dans ces tournages-là, incroyables. Mais au-delà, on en a vu aussi qui, franchement, là, savent fumer comme des cow-boys. Et ça aussi, ce n'est pas étonnant. Non, ce n'est pas étonnant, puisque plus tôt, le ministre était sorti avec le procureur de la République. Et ils ont donné une conférence de presse sur les comportements déviants des apprenants. Mais c'était le port des objets, c'est-à-dire fumer, de la drogue, des chanvres indiens, du tabac et le port des armes blanches qui peuvent agresser ou créer ou causer des dommages corporels aux camarades de ces élèves. Donc c'est sur ça que le ministre est sorti. C'était pas sur ce qui est plus viral aujourd'hui. Donc, ça sorti sur ça, c'est-à-dire que le ministre est informé, ça, c'était alarmant parce que dans le Nord, quelque part, nous avons appris, dans le zoo, je crois, à Boycon, et un élève qui est venu avec un poignard ou bien un ciseau et a blessé dangereusement son voisin de table ou son camarade de classe et qui en est passé de l'autre côté. Donc ça, le ministre est sorti, il a saisi. Mais au Bénin, on attend toujours un fait pour pouvoir agir davantage sur la chose et on commence par négliger encore d'autres pans. Et lorsqu'il y a accalmie de ce côté, on oublie d'autres choses, il faut attendre encore un autre retour. Quand vous schématisez comme ça, à croire qu'on est déjà débordé là. Oui, l'école est débordée, gangrénée de beaucoup de mots. Mais Joël, sur ce plan-là. Monsieur Joël, oui. vous n'avez pas déjà remarqué ça, que c'est déjà débordé. Mais je vous assure que je suspectais des choses. Mais ce que j'ai vu, franchement, moi, je n'ai pas dormi. Ce que j'ai vu à cette hauteur-là, c'est plus qu'audacieux. Je n'ai pas compris. Je ne savais pas que ça sentait déjà de la pourriture. C'est comme ça que je l'ai qualifié. Mais vous dites que non, mais là, c'est qu'on se réveille tardivement. On fait comment pour aller à l'essentiel? Avant. Oui. Les élèves, ce qu'ils sont à l'école, ils ne le sont pas à la maison. Oui, mais c'est le paradoxe. Voilà. C'est pour dire que les parents n'arrivent pas à les maîtriser. Mais certains parents savent qu'ils ont des enfants impossibles. Et ils font le visage comme s'ils ont de bons enfants. Ils savent qu'ils ont des enfants impossibles. Nous sommes en face d'eux, en situation de classe. Nous savons ce que c'est qu'un enfant à l'école et ce qu'un enfant fait à la maison. Parce que nous avons la chance de parcourir aussi les maisons, à ne pas se reposer le week-end pour aller chercher encore un complément de salaire. Ce que nous appelons communément coût de maison. Donc, lorsque les parents se plaignent, nous faisons le retour, le feedback, et puis nous comparons la situation avec ce qui se passe en situation de classe. Mais le drame, lorsqu'on arrive à filmer et qu'on montre l'école et qu'on montre le dos de l'uniforme pour dire que c'est tel établissement, je vous assure tout que c'est une légèreté totale de ces dirigeants-là, de ces dirigeants des établissements indexés. Pourquoi? Lorsque le phénomène commence par se passer, je vous assure tout, il y a toujours un apprenant qui n'est jamais d'accord dans la salle avec ce qui se passe, même s'il est là au moment des tournages. Donc, va se plaindre. Mais, et surveillant, sancteur, je ne sais même pas quel organigramme ils ont là-bas. Parce qu'ils ont un directeur des études, eux-mêmes, ils sont même à côté de ce qui se passe. Donc, jusqu'au fondé, c'est une légèreté totale. Est-ce que vous exagérez? Non, du tout pas. Je vous assure tout que sur la chaîne, une des autorités de la maison est toujours informée. Parce qu'il y a des apprenants qui ne sont jamais d'accord. Soit informent les parents et les parents viennent les informer. Mais ils vont cajoler les parents pour montrer que chez nous c'est du sérieux, c'est celui-ci qui fait ci, on peut le faire ceci. Et la gangrène, regardez ce qui s'est passé. Des élèves qui se tapent les fesses, qui se tirent les seins, ou qui font des attouchements, où on va même toucher. Non, les organes génitaux, oui. Vraiment, on fait des vocabulaires qu'on ne peut pas utiliser. Oui. Donc, comment on peut circonscrire ces faits-là maintenant et agir? C'est qu'on doit d'abord taper, et taper dur pour montrer à ceux-là que ce qui s'est passé là, c'est hors de commun, que ça ne se passe. Taper dur? Oui. Ah bon? D'abord, personne ne peut exclure au-delà de 15 jours. Le conseil de discipline ne peut exclure déjà qu'à partir de 3 jours et c'est exécutoire. Même si c'est au-delà de 15 jours, à partir de 15 jours, ça veut dire quoi? Il faut informer le directeur départemental
dans les 72 heures qui suivent, et le directeur qui a 8 jours au plus tard pour rendre sa décision ou pour entériner la décision. Donc, ces élèves-là seront exclus pendant 15 jours. Et après, ils vont reprendre, c'est ça? Bon, non, on ne peut pas les renvoyer systématiquement. Maintenant, le renvoi définitif n'est qu'à dresser au directeur de l'enseignement secondaire général qui apprécie et qui notifie ou qui entérine la décision et qui rencontre au ministre de l'exclusion définitive. Mais voilà que, parallèlement, le ministre est en train de dire que je mets des garde-fous pour que si quelqu'un ne peut pas aller à l'école, on doit l'accueillir dans un système de formation professionnelle ou de formation continue. Non, mais est-ce qu'il faut, justement, oui. Le problème est sérieux, il faut le régler. Alors, il ne faut pas mélanger les choses à telle enseigne qu'après, on en soit à se mordre les doigts. Est-ce qu'avec ce à quoi on assiste, il faut vraiment renvoyer les enfants systématiquement? Est-ce qu'on ne peut pas encore les récupérer? Ou ils sont irrécupérables? Il y en a, pour être sincère, dedans, qu'on ne peut plus récupérer. Ah bon? Qui ont déjà pris goût. Si vous allez en profondeur, vous allez constater que celui qui a accepté se fait filmer sans avoir peur tout au moins de ses parents à la maison. C'est terminé. Parce que lorsque je veux me faire filmer, même à l'école, je peux naguer les autorités. Mais quand je fais un recours à la maison, je dois me dire que, attention, si on te prend, mon frère, tu ne peux pas vivre longtemps. Parce que la colère qu'on doit décharger sur ta peau, tu ne peux pas supporter. Donc, on regarde les parents. Mais si ceux-là n'ont pas peur de leurs parents et se sont fait filmer, monsieur Joël, il ne reste plus rien. Il faut qu'ils quittent pour ne pas souiller le reste. C'est terminé. Il faut se chercher ailleurs. Mais vous allez voir que des écoles vont en prendre encore. Parce qu'on exclut quelqu'un ici de façon définitive, d'autres écoles prennent. C'est comme ça, le Bénin. Il n'y a rien qui soit suivi et on continue. On a décidé désormais de faire les choses autrement. Les autorités l'ont martelé. Plus de question d'aller dans la légesse des choses, mais régler les problèmes une fois pour toutes. Et si on a comme option de régler les problèmes définitivement et de la meilleure des façons qu'il soit, on pourrait commencer par faire quoi en urgence? Actuellement, on a entendu parler déjà de l'exclusion prononcée par certains établissements. Est-ce que ça peut déjà aider à aller loin et bien? Oui, c'est un pas qui est fait à mon sens. Okay. Mais le problème, il faut voir ça comme étant un problème qui est un problème de société aujourd'hui. C'est ça. Avec les responsabilités qu'il faut situer à tous les niveaux. Allons-y. À savoir, depuis le haut, les autorités, il faut dire que le système éducatif est en crise chez nous. Parce que partout, il faut prendre appui sur les valeurs endogènes, les valeurs de chez nous. Mais ce n'est pas le cas. Si vous prenez même les programmes, c'est des programmes des autres, les programmes vétustes des autres. Et je me souviens qu'en 1973, quand je suis arrivé à l'enseignement, la première bataille que j'ai menée avec des collègues, c'est de changer avec le programme de sciences physiques, à savoir physique et chimie, qui était en cours en ce moment-là, qui était vétuste. Nous l'avions fait et nous l'avons proposé aux autorités qui l'ont validé. Les vices qui se développent aujourd'hui en milieu scolaire sont-ils en lien avec les programmes d'études? Non, j'ai dit ça là pour vous dire que c'est ça là, la réalité. Pourquoi? Si des valeurs existent chez nous et que vous ne prenez pas ça en compte, mais nous formons des enfants qui sont dessouchés, qui copient les autres. Et donc, du coup... On fait comment pour les empêcher de... Alors, il faut revenir à nos valeurs. Quand on dit... Et moral à l'école, tout ça là. Mais il y a des gens qui volent, qui pillent leur pays, qui sont de cette école où on a fait moral. Et il faut donc asseoir notre étude, nos programmes sur les valeurs de chez nous. Je prends le cas des Angouétas, par exemple. Les Vaudous chez nous ont des règles. Si tu passes outre, tu seras sanctionné. Pourquoi ces valeurs qui empêchent les gens de voler quand on a cotisé pour ce vaudou-là? On ne pourrait pas utiliser ces valeurs-là, ces bases de société pour que l'élève apprenne dès l'entrée à l'école qu'il faut respecter le bien. Si tu fais ceci, tu auras cela, ainsi de suite. Si on peut arriver à ça, on pourrait. Et les parents
qui offrent trop de largesse à leurs enfants. Je ne sais pas comment. Moi, actuellement, avec la situation qui prévaut, si j'étais en fonction comme maintenant, j'aurais des difficultés à conduire mes enfants à certains niveaux avec le cours. Or, nous voyons de ces enfants-là qui arrivent à l'école avec des sommes qu'on ne peut pas dire ici. Trop, ils manipulent l'argent comme peut-être. Les parents ont eu des facilités à l'avoir. Eux aussi, ils ont eu des facilités pour se doter de ça là. Et puis, elles narguent les autres. Comme on l'a souligné, il y en a dans la classe qui peut vous dire non à la chose, mais tout de suite, ils sont mis en minorité avec la pression qu'ils exercent sur eux, avec les autorités qui ferment les yeux sur certaines choses et permettent qu'on en arrive là. Alors, là où on est arrivé, vraiment, ça dépasse les limites. Et il faut se dire, renvoyer les enfants, comme eux de l'a dit, ce n'est que pour quelques jours, parce que les règlements sont là. Mais il faut aller avec beaucoup de rigueur et enlever ces gangrènes-là. Et ceux-là, on ne peut pas les jeter à la poubelle. Il faut regarder comment les réorienter et comment les récupérer parce qu'ils font partie de notre société. Ils font partie de notre société, oui. Jean-Louis Tomara, c'est plus que sérieux. Votre vis-à-vis, l'aîné, pense qu'il faut impérativement commencer d'abord par le sommet. Et premier acte ou élément important à insérer, c'est bien recourir à ce qui a fait la fierté de ce pays en termes de valeurs qu'on ne retrouve plus au niveau du système éducatif. Là, c'est le programme qu'on interpelle au-delà de tout. Mais il a semblé aussi dire que lorsque la tête n'est pas un modèle, forcément, les apprenants n'en seront pas. Non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, la tête est impliquée. Parce que la tête a dénaturé l'enseignement et l'enseignant devant les apprenants. Donc, pour eux, avant, quand on allait à l'école, les enseignants étaient des modèles. Non seulement ça, lorsque tu fais quelque chose et ta mère en parle, parce que mon père, lui, est un chauffeur de l'administration, donc il a eu la chance, des fois, il va en mission, on ne le voit pas, il conduit le chef dans le nord, il peut faire 2 jours, 3 jours ou 1 semaine avant de revenir. Donc, lorsqu'il n'est pas là, c'est la mère qui nous gère. Donc, lorsqu'elle constate qu'elle te dit quelque chose, tu ne peux pas obtempérer ou tu ne le fais pas, elle rate une occasion pour te corriger, elle se plaint systématiquement à ton maître. Et lorsqu'on veut se plaindre à ton maître, tu dois savoir ce qui t'attend. Donc, on se corrige rapidement. Aujourd'hui, l'enfant, c'est ça, le douanier a souligné, l'enfant est au-dessus de nous. Les enfants qu'on nous amène à éduquer, parce qu'on lui remet 10 000 par jour et il vient frimer à l'école. Lorsque moi-même, difficilement, je mets 1 000 francs, 2 000 francs dans ma poche pour venir. Donc, vous voyez un peu la dépravation de la chose. Donc, c'est ça qui nous a conduit à ces extrêmes-là. Et malheureusement, pour notre système éducatif, c'est ces parents de ces mêmes enfants-là qui se retrouvent à des décisions, à des niveaux de décision. Et il faut qu'ils prennent des décisions pour arranger leurs enfants à l'école. Ainsi, ils ont introduit directement que le châtiment corporel est interdit. Vous pensez qu'on a fait du tort à l'école avec la suppression du châtiment corporel ? Il doit être supprimé. Mais où ? J'ai toujours dit à mes collègues qu'on ne doit jamais taper pour administrer le savoir, malgré qu'on m'avait tapé pour m'administrer le savoir. Mais pour montrer, pour enseigner, tu ne dois pas sortir le bâton. Mais pour des cas d'indiscipline, corrigez-les. Le bâton à ce niveau ne doit pas être absent. Maintenant, pour éviter qu'on tombe dans l'abus, donnez ces rôles-là aux surveillants, aux censeurs et aux directeurs qui vont savoir, avec l'œil de l'autorité, comment faire pour ne pas aller dans les déviances. Mais je vous assure, j'avais enseigné, il doit avoir de cela 6 ans, 7 ans, au collège, au cours secondaire Saint-Augustin. Systématiquement, quand ils distribuent les notes d'interrogation écrites, ils sont passés au PC. Tu fais appel au sous-préfet de discipline ou au sous-préfet de discipline qui est ta classe est vivante. Ils apprennent avant de venir. C'est encore un autre pan de la chose. Mais on ne les tape pas parce qu'ils n'ont pas compris le cours, mais on les tape parce qu'ils ont refusé d'apprendre. Vous voyez un peu comment ça marche. Donc, voilà, cette histoire nous a pris, et l'élève, c'est l'élève qui te rappelle. Lorsque tu veux le punir, pour dire que telle punition est proscrite et telle punition est proscrite, le châtiment corporel proscrit, ainsi de suite. Tu entends des choses énormes. Que puis-je faire face à cette situation ? J'administre mon savoir et je fous le camp de là. Le reste revient à la société, à nous tous, à vous et moi.
aux gouvernants. Donc, ils nous ont jetés presque à la poubelle. Lorsque tu entends le président de la République, je sais que c'est pour comparer la situation, pour dire est-ce que nous travaillons, est-ce que le menuisier ne travaille pas plus dur que nous? Mais le travail de l'intelligence, du savoir, on ne peut pas comparer ce travail à ça. Je vous en prie. Le jour-là, je tombais quand j'ai suivi le chef de l'État. Mais que puis-je faire? C'est son appréciation de la chose. C'est terminé. Et nous vivons ça. Donc, c'est le pays qui est conduit vers une orientation donnée. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, c'est bien dommage qu'on ne puisse trouver un mécanisme robuste pour conduire notre système éducatif avec des ambitions louables, avec des ambitions nobles, pour qu'à un moment donné, nous constations que les chefs de l'État, quand ils viennent, c'est pour appliquer ces mesures-là et nous donner leur orientation. Chacun veut donner son orientation système. Donc, quand l'autre vient travailler à un niveau donné, il coupe, l'autre vient mettre pour lui dedans. Ça devient... C'est le système qui souffre. C'est vrai qu'ils sont là pour diriger le peuple et qu'ils sont là en tant que serviteurs du peuple. Mais finalement, c'est le peuple qui en pâtisse parce que c'est mes enfants, vos enfants. Parce que pour la plupart d'eux, ils ont les moyens, leurs enfants ne subissent pas ce système-là, qui sont inscrits dans ce système-là et nous les formions comme ça. Mais je vous assure tout, lorsque vous allez interroger ceux qui ont posé ces actes-là, c'est les enfants qui ont les moyens faciles. Parce qu'amener ces portables-là de gamme-là à l'école, moi j'ai des élèves de classe de terminale avec qui je travaille, il faut appeler sa maman parce que l'élève n'a pas de portable. Même pas ceux qui a 8000, on peut appeler directement. C'est vrai, ça, certains justifient l'utilité du portable, mais aller à l'école avec, si c'est un problème, on peut appeler directement l'administration. Et c'est à l'école qu'on vient filmer ces scènes-là. Donc vous voyez que c'est ceux-là qui sont les décideurs, qui ont plus de moyens que nous, c'est leurs enfants qui posent de ces actes-là. Et les interventions vont venir de toutes parts pour atténuer encore les situations. C'est normal. Qui veut jeter son enfant? De toi à moi, moi-même, je dirais non. Monsieur Kouloupo, j'ai le souffle coupé. Ça paraît là très confus et compliqué à la fois. Mais pourtant, il faut sauver l'école. Il faut sauver l'école, obligatoirement. Il faut sauver l'école. Est-ce qu'on peut en arriver à restaurer l'image de l'enseignant tel il a peint le tableau de l'enseignant? C'est vrai que c'est compliqué. Si l'enseignant est encore dans cette situation et qu'il a l'obligation de compléter la famille dans le rôle d'éducateur, eh bien, c'est perdu. Il ne pourra pas. Si ça se joue comme ça, on fait comment pour aider l'enseignant à avoir encore une image forte devant son apprenant? Mais on a détruit l'école, comme il a dit déjà, avec les appréciations. On a humilié l'enseignant. Et j'ai ressenti moi-même, bien que étant à la retraite, comme une humiliation du corps. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Il faut redonner à l'enseignant sa valeur. Et ça dépend que des autorités. Il faut que les autorités voient et indiquent que, ah tiens, ils se sont trompés, que la valeur, c'est ça. Sinon, on va la dérive. Puisque ce qui a été dit a été entendu par ces élèves-là, qui narguent leur professeur. Il faut donc qu'on revienne à ce que l'enseignant est. Mais l'enseignant avant, même au cours primaire, était respecté par les parents et respecté par la communauté. Aujourd'hui, même jusqu'au haut niveau, l'enseignant ne vaut plus rien. Les parents même vous méprisent. Il l'a dit tout à l'heure qu'ils vont dans les maisons pour être cours. Mais il faut voir la misère qu'on leur fait pour les payer. Donc c'est tout un problème. Et il faut que le système soit revu entièrement. Entièrement. Le système éducatif chez nous doit être revu entièrement. Et non du saupoudrage qu'on fait. On a dit à un moment donné que l'enseignement technique était la priorité. Maintenant, l'enseignement primaire à un certain niveau donné, à un moment donné, et tout patati patata. Avec la réforme aujourd'hui et ce que vous voyez maintenant comme crise de moralité, non, il faut qu'on s'asseye. Il faut encore se rassurer. On s'asseye en forum ou en état généraux de l'école, de l'éducation pour regarder
depuis la base, à savoir maternelle, CESE comme on l'appelait dans le vieux temps avec la Révolution, jusqu'au sommet pour engencer les choses de façon à ce que cela repose sur une base et qu'il y ait un fil conducteur depuis la base jusqu'en haut avec les valeurs clés qu'il faut mettre comme indispensables. Il faut qu'on sache sur quoi nous baser pour que l'enfant aime son pays, aime sa culture. Est-ce qu'on n'est pas L'histoire doit être vue comme étant la base de cet enseignement et faire tout de façon à ce que et enseignants, et parents d'élèves, et apprenants, ces trois-là soient dans un comité d'école pour pouvoir gérer l'école et surveiller l'école. Sinon, non. Mais c'est une belle piste, voilà, que vous tracez là. Mais on peut se demander si on n'y est pas déjà avec tous les différents travaux qui ont été faits depuis ces nombreuses années, qui ont été reversés et dont on s'est inspiré pour aujourd'hui en arriver au CNE. Et vous pensez qu'avec le CNE, le problème est résolu? Non, il faut. C'est raison que vous êtes sur ce plateau pour apprécier. C'est à la base, c'est-à-dire dans chaque école, dans chaque CG, dans chaque lycée, il faudrait qu'il y ait une collaboration entre les parents d'élèves, les enseignants et les élèves, de façon à ce que les problèmes qui se posent soient vus au fur et à mesure et qu'on apporte les solutions au lieu de laisser chacun dans son couloir. Et pourquoi pas, on va jusqu'à prendre des parents d'élèves qui sont collés à l'administration pour soutenir l'administration contre les élèves parfois. Donc ça peut être des frustrations. Mais contre les élèves ou contre les enseignants? Contre les enseignants, autant pour moi. Contre les enseignants et contre les enseignants surtout. Et c'est pour cela que je dis les enseignants doivent collaborer avec les élèves de façon à ce qu'on en aide parmi eux comme amis pour que des cas comme cela arrivent à leur niveau et qu'ils prennent ça très vite. J'en ai connu aussi quand j'étais déjà au lycée. C'est de l'expérience qui peut vraiment servir. Jean Thomas, on n'est pas resté les bras croisés. Le Bénin a longtemps travaillé. Des travaux, ça existe. Eh bien, comment se fait-il qu'on a comme l'impression que tout nous échappe? Non, tout ne nous échappe pas. C'est la volonté de l'application des choses réelles qui n'existe pas. C'est pourquoi on a tendance à croire. Oui, la volonté de l'application des choses réelles. Oui. Ça dit que ce qui est appliqué ne fait pas partie de l'essentiel. Voilà, lorsqu'un gouvernement veut appliquer une loi existante ne prend que le côté qui l'arrange tout de suite, ce qui peut l'aider à faire ceci. Donc, mais souvent, ceux qui doivent les aider à gérer le côté financier, ceux qui doivent les solliciter financièrement, ils n'aiment pas aller là-bas. Ils aiment souvent rester... Apprécions rapidement. Voilà, alors, donc je prends par exemple le Conseil national de l'éducation. Oui. Ce n'est pas de la volonté de Patrice Talon tout de suite, du président de la République, tout de suite de faire ceci. Non, ça a été institué même au temps de Yahi Boni, l'ancien président. Mais c'est depuis la loi de 2003, du 11 novembre 2003, portant orientation de l'éducation nationale. Cette loi a institué des choses, des recommandations, a fait des propositions pour l'application, pour avoir un système éducatif meilleur. Oui. Cette loi a été modifiée en 2005 avec l'arrivée du président Yahi Boni qui a dit « allons au forum ». Ou aux états généraux, il disait. Tout ce qu'on lui disait, les enseignants veulent ci, l'école a besoin de ci, il dit « allons aux états généraux ». Aux états généraux, c'est ça, la loi de 2003 a été modifiée en 2005, qui aussi est une loi portant orientation générale. C'est à l'application de cette loi que le président actuel a installé le Conseil national de l'éducation. Mais cette loi a souligné toujours les insuffisances criardes en infrastructure comme en enseignant en situation de classe. Mais le président n'a pas voulu tout de suite, par exemple, appliquer ce côté-là parce qu'il y a des mesures fortes qu'on peut prendre pour régler ça. Le président n'a pas voulu tout de suite appliquer ça, mais a appliqué d'abord le Conseil national de l'éducation. Pour moi,
je ne peux pas dire que le président a fait un mauvais choix, mais lorsque vous me demandez, je dis, mais cette institution, avec les coûts de fonctionnement, de salaire ou de primes de ceci, j'aurais souhaité que le président nous accompagne d'abord à avoir plus d'enseignants qualifiés, en entendant, parce qu'on peut faire les choses graduellement. Mais j'ai d'abord un ministère de l'Éducation nationale avec le CNE, sinon les ministères de l'Éducation nationale, parce que nous avons 3. Donc avec le CNE tout de suite, beaucoup d'attributions sont prises au ministre. On se dit maintenant déjà, quand j'ai comparé, je me suis dit, mais la HAC existante aujourd'hui n'a pas pris les attributions du ministre de la Communication. Donc quand j'ai regardé, la HAC a été même une institution constitutionnelle. Donc en un mot, à comparaison, il dit, ben, on peut déjà attendre ça. Le ministre ou les ministres concernés, donner les moyens, la pression, ceci, rendez-moi compte. Mais à un moment donné, à l'analyse, c'est ça qui nous écœure des fois. Le CNE est installé, le ministre a fait sortir un arrêté fixant les conditions de passage. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils ont pu travailler comme l'a stipulé le décret installant le Conseil national de l'éducation? Et qu'est-ce qui vous a poussé à cette interrogation? Pourquoi? Le ministre supprime tout de suite les classes littéraires et dit que ça rentre en vigueur à la rentrée prochaine. C'est-à-dire les classes littéraires au premier cycle. Il y aura plus de 3e ni de 4e littéraire. Ça veut dire que ça appelle forcément à un surplus d'enseignants de sciences physiques, d'espagnol ou d'allemand. Un surplus de ces 2 catégories de professeurs-là. Et nous en souffrons énormément. De sorte que j'ai un ami qui enseigne les SVT, qui est sorti de l'école normale avec son diplôme de SVT, à qui on a confié les classes de SVT et au même moment de mathématiques. Ah bon? Oui, parce que nous n'en avons pas. Mais tout de suite, lorsque le ministre dit ça, est-ce qu'il a pensé tout de suite à l'implication ou aux difficultés de la rentrée prochaine, à pouvoir ces classes-là en enseignant? Ou bien il est encore prêt, ou nous sommes encore prêts à solliciter des historiens géographes ou de ceux-ci à enseigner en attendant les sciences physiques, le temps d'aller former les enseignants? Maintenant, là où moi je suis totalement stupéfait, ou bien, bon, ceci, c'est-à-dire, le ministre a institué PCT, ce qui n'était pas dans les classes littéraires. Et tout de suite, à partir de la seconde, c'est parti. J'ai dit, mais quel était l'objectif? Si en seconde littéraire, c'est qu'il veut les ramener, on allait comprendre, c'est pourquoi il a institué ça. Mais c'est pas pour les ramener. Ces matières-là n'existent plus en seconde, ou sinon au second cycle, sinon dans les secondes littéraires. Et c'est du passage en classe de seconde, le PPC, ou la moyenne de classe. J'ai dit, mais attention, ce PPC-là que nous organisons, et après correction, lorsque nous corrigeons, nous constatons que nous avons 3% de moyenne en mathématiques et tous ceux qui sont admis ont 10 en mathématiques, c'est ce BPC-là qui va en seconde. Ou bien on veut renforcer l'organisation actuelle du BPC en faisant la correction et en invitant les professeurs au jury pour pouvoir délibérer comme se fait au baccalauréat. Là, on est sûr que ce qui est sorti. Je n'ose pas le dire, mais vous avez l'impression que c'est un mélange de torchon et serviette. C'est pourquoi l'État, en démonopolisant le système éducatif, a pris le soin de légiférer chaque fois pour que les privés qui s'exercent ou qui sont dans ce milieu-là aient un bon comportement comme le système public. Mais lorsque c'est à croire que, bon, lorsque ceux qui sont patrons du privé, dans le patronat privé, lorsqu'ils ont pris les rênes, j'ai compris qu'ils ont tout fait pour pouvoir glisser ça là. Parce que ça a été toujours un problème pour eux. Lorsqu'au Bénin, il est refusé d'aller en seconde avec le PPC, parce qu'on rachète jusqu'à 7 des fois. Donc, comme ce problème-là existait, depuis pour eux, comment on peut avoir le PPC n'est pas allé en seconde? Ils ont profité pour glisser ça. Mais ça me gêne. Mais, ça dit à moins que des garanties fortes sortent et qu'on comprenne que, bon, ceci-là, on veut bien fermer la vanne ou les vannes. Ce qui semble heureux, c'est que les réflexions se poursuivent. En entendant d'en savoir un peu plus, c'est des problèmes pertinents que vous posez, est-ce que là, on a vraiment besoin de tout remettre à plat pour éviter que ça ressemble à du tâtonnement, comme semble souligner votre vis-à-vis? Je l'avais déjà souligné, à savoir qu'il y a du tâtonnement et que tout doit être revu de fond en comble.
Parce que... Mais revoir mais il le faut dans les meilleurs délais, à savoir, pourquoi pas le pendant les vacances prochaines, on peut s'asseoir pour regarder. Parce qu'on est en train d'aller à volo, sans boussole, avec le système éducatif. Il y a un an, on avait dit qu'on doit passer en seconde avec BPC et la moyenne. Oui. Et maintenant, on revient sans nous dire, sans faire le bilan de cet arrêté-là. Et on donne maintenant à BBC ou la moyenne de classe. Et tout le monde sait la valeur de notre BBC aujourd'hui. Donc, c'est tout ça là, ça demande, ça nous pose problème. Sur la question des enseignants. Et les enseignants de qualité, on les met dehors. On en a renvoyé en pagaille 300 et quelques qui ont la maîtrise de l'enseignement pour aller chercher. Vous ne pensez-vous pas que l'autorité avait bien fait? Non, je l'ai déjà dénoncé. J'ai dit non, que ce n'est pas bien fait. Je l'ai dénoncé plusieurs fois avec mes... Oui, après avoir suivi l'autorité, vous avez fait plusieurs dénonciations. Je rappelle, l'autorité est revenue pour expliquer un peu la démarche. Elle est pédagogique, si on reprend l'expression de l'autorité. Vous ne pensez pas qu'il faut s'inscrire dans cette logique-là? Du tout. Ce n'est pas mon point de vue. Parce que les qualités, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La preuve est là que les aspirants qu'on nous a amenés, mais ça fait des flottements. Les gens ne peuvent... D'abord, certains parmi eux ont dit non, ils ne peuvent pas faire le cours jusqu'à tel niveau. On leur a imposé même des classes et même des heures. Ils ont 9 heures supplémentaires. Donc, tout ça là les étouffe. Ils n'ont pas été formés. Un menuisier, ça se forme. Un maçon, ça se forme. Un enseignant se forme. Et il faut la formation à la base. La formation initiale est nécessaire. Et on prend les enfants sortis je dis enfants pour dire des collègues, de mes collègues. Ouais, ce sont mes collègues. On les prend directement de l'école, on les jette dans les classes. Ça ne peut donner que ce que nous vivons. C'est, préciser, c'est de l'amateurisme, c'est de l'improvisation. Ce n'est pas bon pour le système éducatif. Le système éducatif doit être respecté et avoir la formation avant d'intégrer. Et quand on est intégré, suivre encore des formations et à la recherche de savoir plus pour pouvoir être mieux face aux élèves. Monsieur Kouloupo, merci. On est obligé là de nous en arrêter là, mais non, oui, comptez sur moi pour faire revenir. Ce sera au gré de votre disponibilité. Chers téléspectateurs, je le dis, je tiens parole. Ce sont les invités par voix qui se retrouvent avec des agendas plutôt chargés. Alors, vous aurez juste à conclure, quitte à ce qu'on se retrouve après. Merci. J'invite le ministre de l'enseignement secondaire pour la rentrée prochaine. Ce n'est pas qu'il faut suspendre au programme de l'Aspirana, mais je l'invite à demander déjà aux enseignants, fonctionnaires de l'État, agents contractuels de l'État, en fonction de leur permettre d'aller chercher des heures de vacation dans d'autres sujets s'ils en ont envie, pour pouvoir combler un peu le manque qu'il y a. Je ne lui fais pas la demande parce que j'en ai besoin de le faire, non. Je ne fais pas la vacation. Bien de l'école. Merci beaucoup. On reviendra vers vous une autre fois. Oui, votre conclusion. Oui, je crois que, comme je l'ai dit, l'école a besoin d'être revue de fond en comble. L'école a besoin d'être revue de fond en comble. Le propos de l'ancien proviseur du lycée Béonzin, M. Kouloupo, qui rêve toujours de revoir son école briller de mille feux. Merci pour la disponibilité. Merci également à vous, Jean Thomas, qui croit que demain, il peut faire encore beau. Tout dépend de chacun d'entre nous. Chers parents d'élèves, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que, enfin, l'école, on puisse la reconnaître. Je vais vous accompagner sur cette citation. On l'aime ou on l'aime pas. Oui, demain, hier nous rattrape aujourd'hui. Signé de l'un des plus importants écrivains de la langue française, Victor Hugo. L'école, dit-il, est sanctuaire autant que la chapelle. J'ajouterai, œuvrons aujourd'hui ensemble afin de lui faire retrouver ce magnifique statut d'antan. Au revoir et à très bientôt.